Dans le titre, vous avez le mot fuck. Ce que Mark Manson entend par fuck, ça n'a rien à voir avec le coït. Tant de violence, tant d'insultes, c'est assez terrible. Ça m'a presque défrisé les poils du cul. Plutôt que de se demander ce qui va nous procurer du plaisir, ça serait plutôt de se demander ce pourquoi on est prêt à se déchirer, à vraiment mettre la patate et se donner. On a un commentaire de Harmony Vibes qui me dit fan, en plus d'être pertinent, ça fait rigoler par moment, tu vois. Donc pas tout le temps, mais parfois ça fait rigoler. Parfois Wesley est drôle, parfois un peu moins, par exemple, tu vois. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui a décidé de s'en battre les couilles et de suivre sa propre route. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Yo yo yo, c'est moi qui ai écrit cette super punchline du début. Donc s'il y a des courriers de plainte, c'est à mon adresse qu'il faudra les envoyer. Vous allez sur wesleyjoachim.com et vous m'envoyez votre message. Exactement, donc moi je ne prends pas parti par rapport à ça. J'étais même choqué en lisant la phrase. Je me dis tant de violence, tant d'insultes, c'est assez terrible. Ça m'a presque défrisé les poils du cul. Donc on va. Je suis outré. Je suis outré, j'étais scandalisé, mais c'était pas grave, hein. C'est aussi ça, la moitié dangereux de podcasteur. Mais il y a autre chose aussi de dangereux qu'on doit vous demander. C'est quoi, Wesley? Qu'est-ce qu'on doit demander aux gens? Dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, nous vous demandons gentiment d'aller évaluer le podcast Systemator depuis votre plateforme favorite, que ce soit Apple Podcast ou une autre. D'ailleurs, quand je dis une autre, on ne sait jamais trop quelles sont les autres plateformes. Mais en tout cas, voilà, 5 étoiles seraient les bienvenues afin de permettre à Systemator de perdurer et de continuer à vivre. Parfait. Et justement, nous avons eu un commentaire. Vous pouvez mettre également un commentaire sur Apple Podcast. C'est ça qui est génial. En fait, c'est un peu la seule plateforme, je crois, où tu peux vraiment évaluer, mais c'est aussi une des plus importantes. C'est un petit peu... le podcast, c'était inventé par Apple, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même important. Et on a un commentaire de Harmony Vibes qui me dit fan, en plus d'être pertinent, ça fait rigoler par moment, tu vois. Donc, pas tout le temps, mais parfois ça fait rigoler. Parfois Wesley est drôle, parfois un peu moins, par exemple, tu vois. Mais parfois, c'est toi qui prends le relais. En tout cas, on n'est pas dans la catégorie humour, donc pas de pression à ce niveau-là. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on vous parle du livre de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je vais y arriver. Donc, en France, l'art subtil de s'en foutre, en notre belle langue magnifique. D'où l'intro. Hein, donc, si vous comprenez un petit peu le lien avec cette outrageance que nous avons mis en place. En gros, le livre, qu'est-ce que c'est? En fait, il va nous parler un petit peu de transformer nos problèmes en des problèmes de meilleure qualité, en quelque sorte. Et ça fonctionne par un système d'inversion-soustraction. Plutôt que de se demander ce qui va nous procurer du plaisir, ça serait plutôt de se demander ce pourquoi on est prêt à se déchirer, à vraiment mettre la patate et se donner. Donc on va parler un petit peu de ça, mais d'abord, générique. Juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, juste pour parler un petit peu de l'art subtil de s'en foutre, donc ce livre de Mark Manson. Mark Manson, c'est un auteur de développement personnel, qui fait beaucoup de développement personnel. Il avait notamment parlé à un gros moment de séduction. Il avait écrit ce fameux livre qui s'appelle Models que tu as lu, Wesley. Oui, c'est pour pécho, ouais. Mais pécho d'une certaine manière. Absolument. Donc, je sais pas, tu veux en parler vite fait ou pas? Ouais, Model, c'était de ce dont je me souviens. Être plus séduisant. Alors, ça s'adresse aux hommes, mais je ne sais pas si les femmes peuvent se l'approprier. Plus séduisant, sans concession, en étant réellement soi-même. Euh, et c'est ça qui est attirant, justement, de se dire, OK, j'arrive comme je suis, comme dirait une célèbre marque. Et alors, venir avec une certaine valeur aussi, c'est-à-dire faire attention à soi, mettre sa vie en place, tout ce dont on parle dans le dev perso. Mais ensuite, s'exprimer pleinement et ne pas chercher à faire plaisir à la personne pour obtenir quelque chose d'elle. Voilà.
C'est vraiment arriver upfront, être en face de la personne, poser ses couilles sur la table. Il y a beaucoup de couilles dans ces histoires. Il y a beaucoup de couilles. Là, mais vraiment, il y a besoin de dire aussi, d'appeler un chat, tu vois. Ouais. Et être honnête, être direct. Ouais, c'est ça la grande idée, c'est vraiment dans ce milieu, il y a beaucoup de choses en termes de manipulation ou qu'est-ce qu'on va représenter pour l'autre, etc. Et lui a un peu cassé ça avec ce livre-là en disant, bah, en fait, soyez Ouais. vous-même et ça marche quoi. Et mine de rien, c'est des choses qui font du bien à entendre. Et donc, Mark Manson a écrit ce livre, L'art subtil de s'en foutre, qui est un énorme succès planétaire. C'est quoi les chiffres, Wesley? Euh, En janvier 2019, alors je vois ça sur Wikipédia, hein, on en est à 3 millions de copies vendues. Alors je sais pas si ça inclut également les livres audio ou les livres version Kindle, tu sais, pour Hmm. les tablettes de lecture. Mais c'est énormissime, quoi. Ouais, c'est gigantesque. Et pour vous dire un peu le truc, je me rappelle que après l'avoir lu, j'étais allé à Lisbonne, du coup, on vivait à Lisbonne avec Wesley en septembre-octobre 2018, et on rentre dans un supermarché et il était genre à l'entrée du supermarché, quoi. Quand un livre arrive à ce niveau-là, euh, c'est quand même que ouais, le livre, l'auteur, Mm. ouais, il est connu. Et d'ailleurs, il a sorti très récemment un nouveau livre qui devrait, je pense, avoir certainement rencontré le même succès. On verra un peu, l'histoire nous donnera raison ou non. Mais aujourd'hui, on va parler de celui-là. Alors, Wesley, comment est-ce que tu pourrais nous en parler? Toi, tu l'as lu récemment. Moi, je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Et du coup, c'est plus frais dans ta tête que moi. Donc, voilà. Comment est-ce que tu peux nous Absolument, présenter? absolument, avec grand plaisir. Alors, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, pour le prononcer un peu plus à l'anglaise ou à l'américaine. C'est effectivement un livre de développement personnel. Et dans le titre, vous avez le mot fuck. Et ce que Mark Manson entend par fuck, ça n'a rien à voir avec le coït. C'est to give a fuck about something. En anglais, ça veut dire, vous le savez peut-être déjà, se préoccuper de quelque chose, donner de l'importance à quelque chose. Et le postulat de départ pour Mark Manson, c'est que nous vivons dans un monde qui nous bombarde de messages en tout genre, y compris publicitaires, tout le temps, partout, pour attirer notre attention. On nous en donne toujours plus. Or, en parallèle de ça, chaque personne a un nombre limité de fucks, donc en fait, finalement, d'attention à allouer dans sa vie. Parce que la vie reste quand même, tout est relatif, mais en tout cas, j'allais dire courte, mais en tout cas, elle est limitée dans le temps. Il est donc essentiel de choisir soigneusement ce dont on va décider de se préoccuper et choisir ce dont on va décider de s'en foutre, c'est-à-dire tout le reste a priori. Donc ça, c'est le postulat de départ du livre. Et déjà, quand j'ai commencé à lire ça, ça m'a mis une claque énorme. Est-ce que Seb, déjà, tu veux rebondir sur ce premier point ou tu veux que je continue à développer? Je vais te laisser continuer, vas-y, développe. Ok. Parmi les autres grands principes que Mark Manson aborde, il y a le fait que le désir de vivre une expérience toujours plus positive, de rechercher le plaisir ou le bonheur, entre guillemets, euh, est en soi une expérience négative. Et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si on accepte les choses telles qu'elles le sont et qu'on se dit, OK, il va y avoir des couilles, désolé, il va y avoir des problèmes en chemin, eh bien, on est automatiquement mieux dans sa vie. Alors que si on cherche toujours à être dans la meilleure position, eh bien, on va être obsédé par ce qui nous manque. Donc, encore une fois, on est dans cette, comme on l'a dit au début, dans cette manière de voir les choses par inversion ou par soustraction, je vais dire plutôt par inversion. C'est-à-dire plutôt que de chercher à être heureux, à prendre du plaisir, c'est OK, il va y avoir des difficultés. Quelles sont les difficultés que je suis prêt à, à affronter? euh, voilà, quelles sont les choses pour lesquelles je suis prêt à me battre, pour lesquelles je suis prêt à mouiller le maillot. Et ce que dit Mark Manson également, c'est que le bonheur n'est pas un état final, mais c'est la résultante de la résolution de bons problèmes. Quand je dis bons problèmes, j'entends par là problème de bonne qualité, de qualité. Parce que finalement, la vie, c'est une suite de problèmes. On a un problème. Par exemple, on se dit, OK, j'ai pas d'argent ou j'ai pas
je suis célibataire, voilà, j'ai personne. Ça, c'est un problème. Mais lorsqu'on trouve quelqu'un, on rencontre quelqu'un, ou lorsqu'on gagne bien sa vie, il y a un autre problème qui va remplacer ce problème initial, qui va être, OK, comment maintenant je gère mon couple et comment je gère mon argent. Et ce sont des problèmes, certes, de meilleure qualité, mais toujours des problèmes. Et plus on gravit comme ça les échelons de la vie, je garde cette image d'échelon, hein, mais c'est pas parce qu'on est en couple ou qu'on gagne de l'argent qu'on a réussi sa vie, évidemment. On a des challenges toujours plus grands. Et finalement, on rêve tous, ou en tout cas beaucoup de gens rêvent d'avoir la vie de tel CEO, ou de telle célébrité YouTube, ou de tel sportif, ou que sais-je, ou qui sais-je. Mais sommes-nous en réalité prêts à encaisser toute la partie immergée de l'iceberg que ces personnes-là encaissent et qui va de pair avec le statut de ces personnes-là. Ce qu'explique Mark Manson, c'est que nous sommes moyens dans la plupart des choses de la vie et c'est tout à fait OK. On ne peut pas être un top performer dans tout. Et d'ailleurs, les top performers sont sûrement plus mauvais que toi ou moi dans plein de choses, car justement, ils vont mettre toutes leurs ressources dans leur one thing. Ouais. J'imagine que voilà, Cristiano Ronaldo, il y a peu de chances qu'il soit exceptionnel en cuisine également, ou pour faire le ménage, ou pour, je sais pas, même dans d'autres sports, ou pour créer du contenu. Voilà. On est par défaut moyen dans la plupart des compartiments de la vie. Et finalement, on a une frustration qui vient du fait qu'on se compare, on a tendance à se comparer aux top performers quelque part, en ne voyant que ça, en se disant, OK, je compare mes finances à celles de Warren Buffett. Ah bah forcément, j'ai l'impression de ne rien valoir, tu vois. Ouais, clairement. Mais est-ce que je compare d'autres choses, d'autres compartiments de la vie de Warren Buffett avec les miens? Et dans l'absolu, pourquoi se comparer aux autres? Bon, là, je vais un peu plus loin, mais Mark Manson parle de ça. Pour terminer, et on développera ça dans la deuxième partie de cet épisode, il parle des valeurs. Et il distingue les valeurs de merde, je traduis littéralement, c'est shitty values en anglais, les valeurs, on va dire, de basse qualité, des valeurs de qualité, des bonnes valeurs. Ce qu'il dit, c'est que les valeurs de merde, entre guillemets, elles sont concentrées sur les circonstances externes. Par exemple, je sais pas, impressionner la galerie, briller en société, plaire aux femmes. Tu vois, tout ça, c'est des choses externes. Tandis que les bonnes valeurs sont orientées sur le processus et elles sont intrinsèques. Et ça fait toute la différence, quoi. Une bonne valeur, c'est je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie, même si je suis pas forcément fautif de tout. Bah là, c'est quoi qu'il arrive, je suis responsable. Ou par exemple, quand on parle des objectifs, je digresse un petit peu, mais c'est pour bien exemplifier la chose. Les objectifs, il y a, OK, je vais contacter tant de prospects aujourd'hui. Ça, c'est intrinsèque et ça ne dépend que de moi. Alors évidemment, s'il y a une météorite qui me tombe sur la tête, ça va être plus difficile d'accomplir ça dans ma journée. Mais en tout cas, c'est en mon pouvoir, sauf force majeure. Voilà. Tandis que combien de prospects vont me répondre, ça, c'est pas en mon pouvoir. Je peux faire le maximum pour envoyer des beaux messages sur LinkedIn ou faire des appels à froid ou peu importe, ou créer du contenu. Mais ensuite, je peux pas savoir si sur 100 prospects, s'il y en aura 1, 5, 10 ou 0 qui deviendront mes clients. Donc, à moi de contacter plus de personnes ou de le faire mieux pour avoir plus de résultats. Comment ça te parle tout ça, Sébastien? Bah, moi, ça m'a beaucoup parlé quand je l'ai lu. Alors, c'est vrai que ça date un petit peu. Je crois que je l'ai lu l'année dernière, donc c'était un peu flou. C'est un beau rappel là que tu nous fais là. Je suis vraiment d'accord. Enfin, il y a deux points sur lesquels j'ai envie de rebondir. C'est l'idée d'être responsable de tout et l'idée aussi de la face cachée de l'iceberg par rapport aux personnes qui sont tout en haut. C'est vrai qu'on est dans ce monde où tu vois, tout doit être parfait. On crée du contenu, on parle un peu des choses, on dit ouais, voilà, là on vit ça. Tu vois, la dernière fois on parlait un peu de voyage, on disait que ouais, t'étais à Londres, là t'enregistres à Londres, tu vis à Lisbonne. Derrière, tu vas aller à Ibiza, moi je pars au Japon, tu vois. Enfin, toutes ces choses-là qui, tu sais, tu l'entends dans un podcast et tu peux vite te dire, waouh, mais les mecs, ils ont une vie trop cool, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, ouais, et c'est vrai, en fait, on a une vie qui est quand même plutôt sympa. Mais en même temps, c'est pas forcément aussi ce que les gens pensent, forcément.
Il y a quelques temps, j'ai eu un appel, je faisais un lancement de produit et je l'ai raconté dans une vidéo ça récemment. Je faisais un lancement d'un produit et je reçois un appel d'un prospect intéressé et le gars me dit, «Ouais, j'adore ce que vous faites, ça me parle beaucoup ce que vous dites et tout, j'aimerais bien être comme vous, vous êtes jeune, vous avez réussi, je suis sûr que vous avez même plus besoin de trouver de clients». Bah non, en fait, ici, j'ai besoin d'avoir des clients, enfin, j'en suis pas à ce niveau-là et puis même n'importe quel niveau, tu as tout le temps besoin d'avoir des clients, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, ce que tu montres, hem, est hyper déformé en termes de création de contenu et quand tu consommes beaucoup de contenu, bah, tu peux avoir facilement, avoir l'habitude de te comparer, ça à ta vie, mais en réalité, c'est tout le temps moins sexy que ça en a l'air, quoi. Donc voilà. Je me rappelle une anecdote par rapport au «je suis responsable de tout». J'avais fait un atelier il y a quelques années sur la gestion du stress et j'avais quelqu'un en face de moi qui, s'occupait elle faisait du team building avec, tu sais, des escape games, un peu, des escape games un peu, comment dire? Éphémères Je vois le genre. et du coup, elle avait quelqu'un avec elle, pour gérer un moment une partie et il y avait vraiment une dame qui était horrible, quoi. Vraiment, elle était, vraiment, infâme, elle se rendait pas compte de ce qu'elle disait, quoi, clairement et elle sabotait tout. Quelqu'un d'assez mauvais, tu vois? Et l'autre personne a pleuré, en fait. Elle a craqué, elle en pouvait plus, elle était vraiment au bout de sa vie et donc la personne que j'avais en face de moi me dit: «Bah ouais, ma collègue craque et je sais pas quoi faire, c'est très compliqué comme situation» et là, j'ai ressenti pas mal de stress et ce que je lui ai dit, je lui ai dit: «Mais en fait, OK, elle a pleuré, mais c'est sa responsabilité, c'est son problème, en fait» et tout le monde était un peu choqué quand je disais ça parce que tu as un peu ce côté empathique où tu te dis: «Ah ouais, mais attends, la pauvre quand même, ouais, elle s'est fait un peu, traiter de tous les noms», tu vois? Enfin, la personne était assez odieuse et tout, donc elle a craqué, ça arrive et en fait, je me suis rendu compte, ouais, que les gens étaient assez, choqués par rapport à ça et je pense qu'en fait, on se rend pas vraiment compte de la vraie définition de, bah, c'est sa responsabilité et c'est «son problème» entre guillemets. C'est-à-dire, bon, ça arrive de craquer, c'est pas grave, sur le plan humain, c'est pas grave, ça arrive. Le problème, c'est que par contre, c'est que ça déteint aussi sur toi et que c'est à elle aussi d'être, d'une certaine manière, assez professionnelle et d'essayer de se faire une carapace là-dessus. Elle va apprendre de cette expérience, mais c'est important d'en parler avec elle après et tu vois, d'essayer de lui expliquer ça et de même si on comprend un peu la situation, de le dire: «Bah, ouais, mais quand même, malgré tout, le fait que tu aies fait ça, bah, ça va déteindre un peu sur moi» et c'était une position que j'avais prise et qui était un peu dérangée. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Bah, je suis très d'accord. Je suis très d'accord. C'est important de recevoir les feedbacks, les retours des autres, les avis. Et c'est important également de faire la part des choses, ouais, de savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et de se dire, OK, je suis responsable. Moi, quand j'ai envoyé ma musique au mec qui bosse avec les plus grands DJ du monde et qui m'a dit, t'as trop d'idées, ça va pas, bah, ça fait très mal à lire. Plus, je lisais, c'était un message WhatsApp ou même à entendre. Mais je me suis dit, ouais, mais si je veux réellement progresser, j'ai besoin d'être confronté à mes failles dans la création musicale et qui plus est de la part de quelqu'un qui est top performer dans son domaine. Absolument, absolument d'accord. Et je me suis dit, ok, c'est quoi ma responsabilité? Ça ne veut pas dire que mes 10 ans de musique, c'est de la merde et que ça sert à rien. Ça veut juste dire que j'ai des bonnes idées, mais que je dois avoir une approche plus professionnelle ou plus technique vis-à-vis de ça, ou plus voilà, simple, tout simplement. Et j'en tire les leçons, quoi. Donc vraiment de laisser de côté son ego, je crois que c'est encore une fois une clé. Clairement. En fait, et puis justement dans cette, choix de problème, tu aurais pu en fait te dire, «Ah ouais en fait, j'ai peur de ce qu'il va me répondre, donc j'envoie pas le morceau», tu vois? Tu aurais Ouais, pu faire ça. Ça aurait été ton choix en fait et je trouve aussi que, tu vois, on peut nuancer le truc, on peut se dire: «Oui, mais si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment y arriver, il fallait que tu le fasses et tu l'as bien fait, tu l'as fait, c'est cool». Mais on pourrait aussi nuancer ça, par rapport au livre. Parce que le livre, il pourrait nous dire quoi, finalement, celui-là? Il pourrait nous dire: «Bah, ouais, mais en fait, si t'as pas envie d'écouter ça, si la musique, tu as envie que ça reste une passion et que t'as pas forcément envie de percer, que t'as pas forcément envie de te faire du mal, parce que c'est quand même difficile à lire, tu peux choisir ton problème en disant: "Bah, bon, bah, j'en vois pas. J'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus et j'en vois pas, en fait"». exactement, exactement. Et ça, il faut que, enfin, si tu décides de faire ça, c'est OK. Faut juste pas derrière que tu dises: «Bon, Je j'arrive pas», tu regrette. vois? Ouais, C'est ça, faut pas ouais. regretter. Mais si tu choisis de faire ça,
Mais c'est tout à fait OK, en fait. Parce que, ouais, on est tout le temps un peu dans le: «Oui, il faut que tu fasses ça», tu sais, c'est le yaka, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, tu devrais faire ça, les conseils, tout frais emporté qu'on peut te donner ou autre. Toutes ces choses-là, mais c'est oui, effectivement, tu as plein de possibilités, mais à toi de les choisir là-dessus et c'est vrai que c'est en fait, c'est assez nocif parce qu'on doit tout le temps se reconnecter un peu à soi, tu vois? Et se poser la Mmh mh. question: «Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je dois aller? Et je suis responsable des choix que je fais. Donc les bénéfices, c'est moi qui les aurais engendrés, mais les trucs qui n'avancent pas ou les fails, les choses qui ratent, ça sera ma faute aussi. Et c'est Absolument. pas grave parce qu'il y en aura forcément et c'est à toi de les choisir. Et si tu as pas envie d'être confronté à des choses difficiles, personne t'en empêche, quoi. Et c'est ça aussi qui, je pense, a vraiment fait que le bouquin a fonctionné, quoi. C'est ce truc, ouais, mais en fait, c'est du dev perso, mais un peu à l'envers parce que dans le développement personnel, tu es tout le temps, tu vois, c'est souvent des choses, oui, vous êtes responsable et donc vous devez, tu vois, donc vous devez faire en sorte de mettre en place les choses pour réussir votre vie. Et réussir votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir, je sais pas, une meilleure maison, un meilleur couple, un meilleur truc, plus de revenus, une meilleure situation ou autre. Tu vois, il faut tout le temps être, dans «le meilleur» entre guillemets, mais tu peux aussi rétrograder, quoi, en fait. Absolument. Si tu as un boulot horrible, qui te prend tout ton temps et que tu gagnes 10 000 € par mois et ça te permet de payer ta maison super grande et tout, mais que par contre tu es malheureux, ouais, ben, en fait, c'est OK de rétrograder. Et souvent, on le fait pas pour une raison simple, c'est que socialement, c'est compliqué. Socialement, c'est compliqué de dire, je sais pas, à ta famille: «Bon, bah, les enfants, on vend la maison, on vivait, dans, 300 m², on va vivre dans 100». Tu vois, Mmh, mmh c'est mh. difficile. Et puis même dans ton entourage, parce que forcément, si tu as un certain niveau de revenu, souvent tu t'entoures de gens qui sont, on va dire, pas forcément en termes de revenus, mais, hem, comment dire? Qui sont un peu dans la même catégorie sociale que toi, en fait. Je vois très bien, ouais. Et c'est super compliqué. Et c'est pour ça que ce livre, il dit: «Choisissez vos problèmes, quoi. Vous vous emmerdez pas avec ça, Ouais, quoi». c'est exactement ça, en fait. On va pas prendre tous les problèmes du monde sur son dos non plus. Et une phrase qui résumerait très bien le livre, on va passer à la deuxième partie, c'est less is more. Moins, c'est plus. C'est vraiment ça. C'est vraiment comment est-ce que je me préoccupe de moins de choses dans ma vie pour être plus heureux, pour être plus épanoui. Mais, et même pas spécialement pour être plus heureux, mais pour juste être OK et voilà, kiffer ma vie simplement, quoi. C'est ça. Après, ça dépend ce que chacun recherche. Je sais pas comment, dans quel état d'esprit était Mark Manson quand il l'écrivait. Enfin, comment lui utiliserait ce livre pour lui-même, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment, ouais, aller à l'essentiel, tu vois. J'adore cet état d'esprit aussi minimaliste, mais vraiment hein, au niveau des possessions, moi, c'est quelque chose que je recherche, même sans être forcément digital nomade à bouger partout. Mais j'aime le fait d'avoir peu de choses et de pas être encombré, que ce soit dans la tête ou matériellement. Et les choses que j'ai vraiment envie de les utiliser. Je préfère avoir 3 ou 4 paires de chaussures et vraiment les porter toutes, plutôt qu'en avoir 25, dont les 3 quarts restent au placard tout le temps, quoi. Ouais, clairement. Mais ça, c'est encore une fois, un choix personnel. Et Voilà. c'est vrai que pareil, le minimalisme, on en parle souvent. Et moi, j'aime bien aussi, cet aspect, tu vois? Quand j'avais déménagé, quand j'étais parti, j'avais quitté mon appartement, à Lyon pour aller à Lisbonne, je me suis rendu compte du nombre de trucs qui servaient à rien que j'avais, quoi. On accumule plein de choses qui sont totalement, inutiles et qui nous apportent pas grand-chose. Et j'avais cette discussion hier avec ma copine et je disais que: «Ah, je commence à avoir plein de trucs, j'ai à peine d'emménager et j'ai l'impression d'avoir déjà plein de trucs, partout, c'est chiant». Et elle me répond à une phrase que j'ai trouvée très belle, c'est: «Ouais, moi aussi j'ai plein de trucs, mais j'aime toutes mes affaires», tu vois? Et j'ai trouvé ça trop beau, quoi. Ça m'a ému, quoi, sur le Elle a coup. dit j'aime. C'était ouais, j'aime toutes mes affaires, en D'accord, fait. Tu vois, d'accord. genre, ça voulait dire, en gros, bah, moi, ce que j'en comprends, c'est que toutes les choses que j'ai ont du sens pour moi, en fait. Et j'ai trouvé ça vachement touchant, vachement beau, tu vois? C'était vraiment cool. Et voilà, et c'est vrai que je me suis dit: «Ouais, mais en fait, ouais, c'est super intéressant» parce que ça encore une fois, dans le dev perso, quand tu tournes un peu dans ces milieux-là, bah, tu retombes forcément sur les mêmes choses. Tout le monde te parle de minimalisme, tout le monde te dit: «Oui, moins c'est mieux» et cetera et tout. Mais en fait, c'est encore un choix personnel, quoi. Si tu as Absolument, envie ouais, je d'avoir suis plein de d'accord. trucs, d'avoir plein de bibelots sur tous tes meubles et tout, c'est de la déco, c'est cool. Si tu te Ouais, sens bien j'avoue, là-dedans, j'avoue. bah, parfait, parfait. Et tu vois, moi, par exemple, je parlais du matériel dans le dernier épisode, du fait, que, bah, pour la vidéo, bah, j'arrivais pas à être minimaliste justement. Bah, ouais, mais moi j'aime ça en fait. J'aime avoir cette qualité que je peux avoir du coup avec plus de matériel et ce confort là-dessus J'avoue. en fait. Et
il faut l'accepter et c'est comme ça que j'aime travailler. J'aimerais juste, rebondir sur autre chose aussi, que tu as dit, c'est cette face cachée de l'iceberg, tu sais? Parce que l'autre état du livre, c'est que si tu as vraiment envie d'être numéro 1 dans ton domaine ou en tout cas de vraiment performer, c'est aussi un choix que tu peux faire. Mais si tu le fais, il faut aussi que tu sois OK pour endurer derrière tout ce que ça implique et toutes les difficultés qu'il y a derrière. Et ça m'a fait penser à un film qu'on a vu tous les 2, Wesley, qui est, I'm Not a Guru, du Tony film sur Robbins. Tony Robbins, qui est sur Netflix, que je vous conseille. En fait, ils ont filmé un séminaire de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est cette, ouais, C'est une machine de guerre, la quoi. c'est la star du développement personnel aux États-Unis, quoi. Le gars, ça fait 30 ans qu'il fait ça, il a une histoire incroyable et c'est quelqu'un qui, va, ouais, monter sur scène, qui va motiver les gens, qui va les aider à sortir de leurs problèmes et qui remplit des salles. Les séminaires, ils doivent coûter, 5 000 $ à chaque fois, en moyenne et ils ont Netflix, enfin, les équipes de production ont pu filmer, tout ça, pour filmer un séminaire entier et montrer un petit peu ce qui se passait, les changements qu'il y avait, chez les gens et cetera. Et tu te rends à un moment, tu as une scène qui est vraiment terrible, où en gros, il y a une, enfin, je ne veux pas spoiler, mais il y a une dame qui parle un peu de sa problématique, qui est vraiment quelque chose de très, très lourd, très La blonde, difficile là, à c'est ça, ouais. encaisser. C'est ça, c'est ça. Donc si on va pas spoiler non plus parce que si vous regardez le film, vous verrez là-dessus. Mais en gros, elle dit quelque chose qui est extrêmement dur à entendre. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Pour vous dire le truc, j'étais vraiment, ouais, c'était triste, quoi, ça déchirait le cœur. Et là, je me suis dit à ce moment-là: «Qu'est-ce qu'il va répondre?» Et je me suis mis même à sa place en me disant: «Qu'est-ce que moi je répondrais?» Et en fait, j'en avais aucune idée, quoi. Je me dis: «Tu prends ça», tu sais, la fille, elle te dit ça et elle te dit ça et d'un côté, tu peux le dire en mode: «Tiens, prends ça, toi, prends ça, qu'est-ce que tu fais?» Tu vois? Ouais, je Genre, vois. je te La patate chaude, ouais. c'est ça, exactement. Là, elle était pas chaude, c'était du magma, quoi. Exactement et c'est là où j'ai eu vraiment un déclic en me disant: «Ah mais être numéro 1, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi cette difficulté-là, c'est OK, tu as des moments incroyables où tout le monde te regarde, tu es la star, tout le monde parle de toi, c'est génial, mais tu as aussi ce côté, bah, super difficile, où tout le monde tu as des gens qui payent des centaines de milliers de enfin, qui mettent des milliers de dollars pour venir te voir, qui croient en toi, tu es leur seul espoir. Tu la responsabilité que tu as, tout d'un coup, par rapport à ces gens-là, quoi. Ça m'a vraiment, bouleversé ce moment. Je me suis vraiment posé la question: «Qu'est-ce que moi je répondrais?» Et je me suis dit: «Beh, en fait, ouais, si tu veux être numéro 1, bah, déjà il y a du chemin et en plus, est-ce que tu as vraiment envie de le faire?» Ça, c'est difficile comme question parce que je sais pas toi Wesley, mais moi c'est tout le temps, c'est le cycle de la vie, quoi. C'est genre, ouais, j'ai envie d'être numéro 1, après je dis: «Ah ouais, mais en fait, est-ce que j'ai envie de ça?» Et donc je rebaisse en motivation, j'ai plus envie d'être dans quelque chose de cool, lifestyle et tout. Puis d'un côté, je vais reprendre à nouveau une ambition et puis et cetera et cetera. Tu vois? Ça boucle comme ça, sans cesse, en mode, je sais pas exactement, si je préfère avoir une vie tranquille ou si j'ai envie d'être numéro 1 avec tout ce que ça implique. C'est une vraie difficulté à se poser comme question et voilà. Mec, je pourrais rebondir là sur ce que tu viens de partager pendant une demi-heure, mais je vais rester succinct. En tout cas, 3000% d'accord. Et j'ai deux choses à dire là-dessus. La première chose, pour revenir à la question finalement de la responsabilité, parce que en l'occurrence, Tony Robbins, on était très très bien sorti dans cet exercice. Il avait donné la réponse parfaite. Voilà, pas de spoil. Donc à vous d'aller voir si ça vous intéresse. Mais je me souviens d'un professeur de marketing quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je faisais ma dernière année d'études, qui nous avait parlé du. Alors, je sais plus dans quel contexte c'était, mais je crois que c'était dans le contexte d'avoir un métier à haute responsabilité et pourquoi certains gagnent beaucoup et d'autres moins. Et il parlait des pilotes de ligne, quoi. Il donnait cet exemple-là. Pourquoi un pilote de ligne est payé 10 ou 15 000 euros ou dollars par mois, ou même plus, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est dans cet ordre de grandeur. Et le mec disait, chacun d'entre vous dans cet amphithéâtre serait capable de piloter un avion 95% du trajet. Parce qu'en réalité, tu appuies sur quelques boutons, tu as tout qui est informatisé, et franchement, c'est pas si sorcier que ça, paraît-il. Paraît-il. En revanche, bon, déjà, il faut gérer le décollage et l'atterrissage, mais s'il y a une couille, je redonne ce mot, je réutilise ce mot couille, mais s'il y a un problème pendant le vol, comment est-ce que vous gérez? Et c'est pour ça que le mec est payé autant.
parce qu'il est prêt à endurer cette pression. Mon pote, pareil, qui m'héberge là, mon ami qui bosse dans la finance, oui, il gagne très bien sa vie. Mais bosser dans la City à Londres, bah, c'est aussi être prêt à endurer une pression énorme. Et le mec n'a pas le droit à l'erreur. Il bosse. Et l'Angleterre, c'est pas la France. Hein. Si tu bosses mal, tu conviens pas, on peut te virer quasiment du jour au lendemain. Donc, c'est toujours pareil. Il faut voir, comme tu dis, la face cachée de l'iceberg. Maintenant, pour aller vers mon deuxième point, et ça me permet de partager mon expérience, c'est effectivement dans la musique. Lorsque j'étais plus jeune, aujourd'hui, c'est plus du tout un rêve pour moi, mais je rêvais secrètement de percer, comme on dit, encore une fois dans le jargon, dans le milieu, et devenir DJ, producteur et compositeur et faire des tournées à travers le monde. Et quand j'ai vu ce qui est arrivé à Avicii, là on peut spoiler, hein, Avicii est décédé en 2018 parce qu'il avait trop de pression sur ses épaules. Bon voilà, c'est une somme de, voilà, c'est un effet domino, c'est une somme de choses. Mais finalement, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais vraiment envie d'avoir une vie comme ça où j'enchaîne tournée sur tournée et tu as une pression énorme de jouer face à un public. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiant, encore une fois. J'étais DJ, j'ai animé des soirées. J'ai fait jusqu'à, je crois que j'ai fait 800 personnes. C'était le plus gros événement que j'avais animé. C'était un gala. Et ouais, c'est cool. Et tu as vraiment cette adrénaline qui monte. Et tu es payé à la fin de la soirée en plus, donc c'est génial. Mais ouais, tu dois assurer, quoi. Tu es un peu, entre guillemets, pilote d'avion. C'est-à-dire que les gens, ils veulent que tu les fasses décoller, en quelque sorte. Et tu as cette responsabilité sur tes épaules, tu as ce poids-là. Et Souvent, d'ailleurs, on dit ouais, ouais, cette soirée était pas bien parce qu'il n'y avait pas de la bonne musique, quoi. Et donc, c'est là où tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est hyper important, quoi. C'est genre vraiment, tu as le rôle central. exactement, exactement. Mais voilà, ça, c'est des exemples qu'on donne. Toi qui nous écoutes, tu aurais sûrement un autre exemple personnel à partager. C'est, encore une fois, si on veut être au top, et donc on doit être professionnel dans son approche vis-à-vis de quoi que ce soit, euh, bah, ça veut dire qu'on doit le faire tous les jours, ou en tout cas on doit le faire régulièrement, avec professionnalisme. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est plus un hobby, c'est plus à la cool. C'est vraiment parce que si tu le fais pas aujourd'hui ou demain, quelqu'un va passer devant toi et tu seras plus numéro un. Ou en tout cas, tu auras peut-être plus de business en fait. C'est clair. C'est Donc clair. ouais. Je me rappelle un gars qui s'appelle Zerator, qui est le gars qui est numéro 1 sur Twitch en France. Donc, le Twitch, c'est le site de streaming de jeux vidéo où on va diffuser, en gros, ces parties de jeux vidéo en direct. Et j'avais pu discuter avec lui parce que j'ai animé une conférence avec lui en 2016, je crois, 2015. Et en fait, à un moment, il avait dit que il avait parlé un petit peu de ça. Donc, c'est vraiment le numéro 1 aujourd'hui. Ça fait peut-être presque 7, 8, 10 ans qu'il fait ça, peut-être. Et il expliquait qu'un jour, il avait appris, genre juste avant de prendre l'antenne, devant plus de 2000, 3000 personnes, que son grand-père était décédé. Et vu que c'est du jeu vidéo, il doit être fun, quoi. Et donc, il apprend ça, il arrive dans le studio, il fait « Allez, salut, comment ça va? Moi, c'est la patate et tout. » Et alors qu'en fait, tu vois, il apprend ça et c'est là où tu te dis « Ouais, mais moi, comment j'aurais agi là-dessus? Est-ce que j'y serais allé, quoi, tu vois? Quand j'aurais appris, après avoir appris un truc pareil, c'est super dur, quoi. C'est vraiment des grosses questions et c'est impossible d'être au top tous les jours. Donc forcément, on va faire aussi des erreurs, mais il y a des erreurs qui coûtent des carrières, quoi, tu vois. Donc tu vois, je suis en train de lire un livre en ce moment dont je parle dans mon podcast Sciences des Ventes. Et il y avait aussi cette partie où on parle des causes et que des fois, par rapport aux causes, on met souvent la responsabilité beaucoup trop haute par rapport à quelqu'un. Par exemple, un CEO ou un politique ou un manager où son projet n'aurait pas marché, où il y aurait une erreur grave là-dessus, eh ben, on va lui demander quand c'est pas son problème personnel, on peut lui demander sa démission, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est souvent la résultante de plein d'autres causes, c'est-à-dire plein d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, euh, si jamais tu as un problème grave qui se provient dans ton entreprise, euh, au final, c'est plein d'autres personnes qui ont travaillé, mais le manager, c'est lui qui va prendre parce que Ouais. c'est lui Ouais. 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 qui est le Ouais. Ouais. responsable de ça. Ce qui explique aussi ces prix-là. Et en fait, quand tu réfléchis un peu le truc, bah ok, certes, il a donné des ordres, mais ça se trouve, c'est 2-3 personnes qui ont fait foirer le projet qui sont à des niveaux hiérarchiques bien inférieurs C'est parce ça. que c'était des C'est ça. opérationnels et qu'ils ont C'est mal ça. fait le boulot.
Et c'est là où tu te poses aussi la question. C'est vrai que, alors, ce qui expliquait le livre, c'est un livre sur la psychologie et la prise de décision. Mais c'est qu'on a tendance à donner trop d'importance à des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Yes. Voilà. Bon, on a pas mal dévié, hein, mais je pense que c'était quand même Ouais, intéressant. ouais, un Euh, dernier exemple, et j'enchaîne sur la partie 2, mais c'est aussi, voilà, si tu veux être le capitaine du bateau et que le bateau coule, bah, t'es le dernier à quitter le navire. Donc, voilà, t'es yes. le capitaine, t'es très bien payé, c'est cool, tu diriges le truc. Par contre, s'il y a un problème, bah, c'est toi qui, en premier lieu, est censé payer les pots cassés. Donc, voilà, responsabilité. Et ça me permet justement de passer à la partie numéro 2. Et j'ai envie de, parce que ce serait trop long de résumer chaque chapitre du livre l'un après l'autre, mais Mark Manson parle de 5 valeurs qui, selon lui, sont fondamentales pour vivre une meilleure vie et avoir des meilleurs problèmes, comme il dit. Et la première, on en a déjà parlé largement, c'est d'être responsable de tout ce qui se passe dans ta vie, même si ce n'est pas de ta faute. Voilà, c'est à toi de choisir ta façon de réagir. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de développer davantage là-dessus. Seb, est-ce que... Oui, effectivement, tu es responsable de ta vie et tu peux aussi partir du principe aussi que les autres le sont aussi, qu'ils l'acceptent ou non, en Aussi, fait. aussi. Ramit Sethi disait ça à un moment. Ramit Sethi, qui est quelqu'un qui vend pas mal de cours en ligne sur Internet au côté américain. C'est lui qui a fait le livre I Will Teach You to Be Rich que tu as lu, que tu as parlé il y a quelques semaines. Et il disait un peu ce truc, ou adopter ce mantra en quelque sorte de ton problème n'est pas le mien. Et dire qu'en fait, bah ouais, ok, t'as ce problème, c'est cool, mais c'est pas mon problème. Et donc ça ne me concerne pas. Et c'est génial parce qu'en fait, ça peut paraître un peu égoïste, mais en même temps, ça vous permet énormément de vous protéger sur plein de choses. Parce que quand on a tendance un peu à faire l'éponge et absorber un peu les problèmes de tout le monde, bah c'est pas sain pour nous. Parce que on se met en danger pour les autres parfois. Et il y a un moment donné où, même avec les personnes les plus proches que vous pouvez avoir, il y a des problèmes, c'est pas votre faute, vous y pouvez rien. Et OK, la personne peut ressentir telle ou telle chose ou être, ou voilà, ou avoir, telle ou telle amertume. C'est pas, entre guillemets, «votre problème». Vous pouvez faire des choses pour essayer d'améliorer la situation si vous en avez envie, mais à certains moments, bah, c'est plus de votre ressort, en fait. Les perceptions qu'on peut avoir de vous c'est le problème des autres, en fait, en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est quelque chose que j'applique très souvent maintenant et qui m'aide beaucoup à prendre du recul sur les problèmes des autres. Avant, j'étais vraiment une éponge, tu vois. Et maintenant, beaucoup moins par rapport à ça. C'est très bien que tu parles effectivement de cette partie, c'est-à-dire les autres aussi ont leurs problèmes et ça leur appartient. C'est important, effectivement, parce que l'idée, c'est pas de devenir Jésus non plus et de se mettre sur la croix et de, encore une fois, encaisser pour les autres. On est bien d'accord là-dessus. Yes. Une autre grande valeur, ou je sais pas si c'est vraiment une valeur, mais en tout cas, Mark C'est Manson, les principes, je trouve. ouais, C'est pas vraiment des valeurs, c'est plutôt des ouais, c'est principes. plus des principes. Il dit que alors je dis tu, mais moi aussi, et nous tous, on a quasiment toujours tort et on va grandir, on va évoluer, on va croître en ayant un peu moins tort chaque jour. Et finalement, bah, on en revient à l'humilité et à cet état d'esprit de développement et tourné vers l'apprentissage, un learning mindset, comme on pourrait dire en anglais. Euh, Finalement, c'est un peu comme si on naissait aveugle et qu'au fur et à mesure de la vie, où on va dire on va naître avec une vision, on a moins 150 à chaque œil, on voit complètement flou, donc quasiment aveugle, et au fur et à mesure des années et surtout des expériences, cette vision va se clarifier et devenir de plus en plus nette. C'est un peu comme ça que Mark Manson voilà, considère la vie et l'évolution de chacun. Je pense que c'est une bonne métaphore. Je sais pas ce que tu en penses, Seb. Ouais, carrément, je suis assez d'accord. Et après, encore une fois, je trouve que c'est aussi quelque chose de cyclique, tu vois? On parle surtout l'humilité, tu vois? Il y a des moments où, personnellement, je pense que je vais avoir beaucoup d'humilité et des moments où je vais être un peu dans le flow où, je sais pas, tu sais, tu as des périodes où tout réussit un peu et tu te rends compte que tu as l'impression d'avoir raison, en fait. Tu vois? Tu dis: «Ah, j'ai fait ça, j'ai pris ce choix, j'ai eu raison là-dessus», tu vois?
Et en fait, peut-être tu as eu raison un moment, mais c'est pas pour autant que demain tu auras raison aussi sur la même chose, Exactement. parce qu'il y a plein d'autres paramètres là-dessus. Et donc, par conséquent, tu es obligé d'avoir un peu cette gymnastique mentale et te dire oui, mais, tu vois, oui et tu vois, ça te permet un peu de réfléchir là-dessus. Et il y a des gens qui, j'ai l'impression, alors c'est peut-être aussi de l'impression encore par rapport à d'autres, mais je pense à certaines personnes qui ont toujours un peu ce côté humilité, qui vont tout le temps peser le pour et le contre de manière automatique. Et j'envie pas mal ces gens-là parce que tu sais, tu as ce côté un peu passionné des fois qui peut te dire ah oui, mais non, ça surtout pas, ou tu vois, et je trouve ça super, super difficile d'être tout le temps là-dedans, Mhm. dans l'humilité constante, entre guillemets, parce qu'il y a des moments où bah, tu as envie de briller, en fait, tu vois. Ouais, Tu as un ouais. peu cet ego qui revient. Et même si l'ego d'un côté, beaucoup de gens disent que l'ego, c'est ton ennemi numéro un, mais c'est aussi un excellent allié pour plein de choses, tu Absolument, vois. Donc absolument. c'est toujours pareil. Après, il y a plusieurs définitions de l'ego. Hein. On va pas rentrer là-dedans, Ouais. mais effectivement, je suis d'accord. Euh, Autre point, c'est de savoir embrasser nos échecs, car le succès dépend finalement du nombre de fois où on a échoué. Euh, c'est pas forcément exactement proportionnel parce que parfois on va réussir du premier coup ou plus rapidement dans certains compartiments de vie, et alors qu'on va galérer dans d'autres. Mais ce que dit Mark Manson, c'est qu'on apprend seulement lorsqu'on échoue. Je sais pas si je serais aussi extrême là-dedans, mais effectivement, on peut le relier au point précédent, Seb. Lorsqu'on a raison du premier coup, on fait quelque chose et la chance nous sourit, c'est très bien, mais ça va déformer la réalité. Alors que lorsqu'on se trompe, lorsqu'on a tort et lorsqu'on échoue, on garde la tête froide vis-à-vis des choses. On reste, ok, j'ai plein de choses à apprendre encore. Tu vois, je garde cette position de je dois aller gagner ce match. Plutôt que, ah, je mène 1-0, c'est cool, je suis le meilleur et tu prends 2 buts à la fin. Ouais, Euh, clairement. donc, c'est un peu comme ça que j'interpréterais ce point. Je sais pas comment toi tu le vois. Bah, moi, je suis pas vraiment. En fait, avec le recul, je suis de moins en moins d'accord avec ça. Alors, encore une fois, tu vois, je reviens au point précédent où j'ai l'impression d'avoir une certitude qui est sans doute fausse. Mais dans mes exemples récents, en tout cas, je, je ressens plutôt que les succès, quand tu arrives à analyser tes succès, tu apprends beaucoup, en Ouais. fait. Parce que derrière, tu peux répéter, tu l'as fait une fois et tu y arriver. Tu vois. C'est quelque chose que je défends beaucoup. Par exemple, l'idée de vendre pour la première fois, même si tu vends 3 euros, un truc que tu pourras vendre peut-être 600 plus tard, c'est pas grave, en fait. Genre, l'important, c'est d'avoir des micro-succès et de les répéter et d'aller plus C'est loin à vrai, chaque c'est fois. vrai, Et c'est ça qui c'est te vrai. permet d'avant. Parce que quand tu fais quand tu fais des échecs sur échecs sur échecs, bah, c'est démotivant. Moi, il y a une partie de ma vie, tu vois, où je me suis dit: «J'ai échoué tout ce que j'ai fait, quoi». Et c'est un peu un truc que j'ai ressenti, et je ressens encore un peu en quelque sorte. J'ai jamais eu de succès fou dans quelque chose que j'ai entrepris. Alors il y a plein de raisons évidemment, mais j'ai toujours, eu l'impression que, ouais, j'ai tout le temps échoué. Et tu vois, il y a un peu cette culture aussi de oui, maintenant aussi, oui, l'échec, ça permet d'apprendre, ça permet d'avoir de la tu vois, d'avoir de la résilience, de recommencer et d'apprendre plein de choses. C'est vrai, j'ai appris plein de choses avec mes précédentes expériences. Mais c'est hyper douloureux, hyper chiant d'avoir un projet sur lequel tu investis pendant Mmh. des heures, voire des semaines qui tombent à l'eau. Et au final, de toi, en avoir rien tiré, ça te met même dans des situations, des fois, parfois délicates. Ouais. Tu vois. Parce que le problème, c'est quand tu es en échec, euh, tu as quand même le nez dedans et tu te rends pas forcément compte tout de suite. Il te faut du recul ou alors il faut que tu te formes. Tu te rends pas forcément compte tout de suite pourquoi tu n'y es pas arrivé. Et si j'avais continué sans cesse ce que je faisais et j'avais répété, parce qu'en gros, par exemple, je pense à YouTube, par exemple, ça fait depuis 2007 que je fais des vidéos en ligne. Et YouTube, je me suis mis sérieusement en 2011. Bah, j'ai eu du succès hyper récemment, en fait, et du succès relatif. Parce que là, tu vois, le succès, il est en train de baisser en ce moment. Et ça, c'est difficile à vivre. Tu vois, on fait moins de vues qu'avant et tout. Mmh. Et on se pose la question, oh, comment est-ce qu'on fait maintenant pour remonter ça, tu vois. Si j'avais continué tout le temps dans cette boucle un peu d'échecs et tout, que j'avais pas pris le temps pendant 1 ou 2 ans de faire autre chose, de me former et tout, bah, j'aurais fait les mêmes erreurs, en fait, parce que j'aurais été dans les mêmes schémas. Donc moi, je suis pas forcément d'accord, tu Ok, vois? J'ai plus appris de mes succès que des échecs, je intéressant. pense. Même si on apprend quand même des échecs. Je trouve qu'en fait, surtout, on apprend des échecs des autres, plutôt. J'ai plus l'habitude d'apprendre des échecs des autres
que des miens où j'ai plus de mal à les analyser. Et sans doute qu'il y a de la mauvaise foi dedans aussi, tu vois. Parce que quand tu dois t'auto-analyser, c'est difficile de te mettre face à la réalité. Ouais, il y a un truc, ça me fait penser à un truc dans le livre, c'est le fait que l'échec et le succès sont relatifs aussi. Je sais pas si tu te souviens de ces exemples qu'il donne, Mark Manson, de deux groupes de musique. Alors, je sais pas, je vais peut-être spoiler en disant ça, mais vraiment pour synthétiser, euh, des musiciens qui sont respectivement jetés de leur groupe de musique, des groupes de musique qui deviennent ensuite parmi les plus connus au monde, voilà. Et tu en as un qui crée un nouveau groupe de musique pour bah, un petit peu par envie de revanche et pour battre euh, ses anciens camarades et son ancien groupe à ce jeu-là. Et finalement, il a un groupe qui a énormément de succès, mais qui en a moins que son précédent groupe. Et donc, il se retrouve malheureux, en tout cas relativement malheureux, alors qu'il a objectivement réussi financièrement, sa vie est en place, etc. Alors que l'autre, bah, il va pas recréer un groupe de musique, il va faire sa petite vie pépère. Et finalement, ben, il apprécie sa vie et il a pu construire sa vie de famille, alors que son groupe de musique a tout défoncé, quoi. Je peux donner peut-être les noms des groupes ou c'est du spoil? Comme tu veux, vas-y. Hein. Ouais, parce que bah, en gros, dans le premier cas, c'est Metallica. Et l'autre groupe, c'est un autre groupe de métal, je sais plus le nom. Et dans le deuxième cas, c'est les Beatles. Donc finalement, c'est pour résumer la chose, c'est si pour toi le succès c'est d'être meilleur que Tony Robbins ou Cristiano Ronaldo, ouf, ouch, ça va faire mal, ça va être difficile. Si pour toi le succès c'est juste de vivre selon tes propres termes et d'être aligné avec tes valeurs et d'apporter de la valeur aux gens pour qui tu as de l'affection, et ça inclut potentiellement tes clients, mais également tes relations un peu plus intimes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable. Carrément. Point suivant, c'est le fait d'apprendre à dire non pour mieux dire oui. Lorsqu'on dit non par défaut à tout ce qui nous est proposé et tous ces fameux fucks to give about, on s'engage réellement lorsqu'on va accepter de faire quelque chose. Et on va finalement réellement apprécier les choses qu'on fait ou les activités dans lesquelles on va se lancer, les personnes avec lesquelles on va passer du temps, les lieux où on va passer du temps, etc. etc. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Seb? Ouais, carrément. C'est vrai que l'engagement est hyper important parce que la fiabilité derrière que vous allez avoir. Moi, je sais qu'il y a une de mes valeurs fortes, la fiabilité, et qu'à chaque fois que je suis pas. Alors, tu vois, enfin, à chaque fois que je suis pas dedans ou que je fais quelque chose qui est pas fiable, je le vis hyper mal. Quand on dit que c'est une valeur, tu vois, en fait, parce que j'y ai bossé dessus récemment et du coup, ça m'a un peu encadré par rapport à ça. J'avais des avis très arrêtés sur les valeurs. J'avais plein de certitudes et finalement, j'ai vraiment compris l'intérêt puisque j'ai un coach qui me l'a expliqué là-dessus, qui m'a fait travailler là-dessus. Tu vois, quand je dis ma valeur, c'est la fiabilité, ça veut pas dire que je suis tout le temps fiable. Ça veut juste dire que quand je le suis pas, je suis au bout de ma vie, quoi. Genre vraiment, je me sens super mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est super important d'avoir cette mentalité. Et en même temps, là, en fait, pendant que tu dis ça, je me suis dit, mais en fait, ce livre-là, il n'est pas au même niveau que d'autres livres de dev perso. Parce que tu vois, l'exemple totalement inverse, c'est le Yes Man, tu vois, qui est tiré de ce film du même nom, de l'idée de dire en fait oui à tout. En gros, dans le film, on a un gars qui est complètement déprimé, il s'est fait larguer, il vit tout seul, et en fait, il est hyper négatif. Toutes les propositions de rencontres, de soirées, tout ce qu'il peut faire, il dit tout le temps non par défaut. Et un jour, il va à une espèce de séminaire, tu vois, de développement personnel. Ils leur disent oui, il faut dire oui à la vie et tout. Et donc, il va commencer à dire oui à tout. Il va lui arriver plein de choses par rapport à ça. Et donc, tu as un peu ce truc, effectivement, où quand tu dis oui aux opportunités, tu vas ou aux rencontres, aux événements lesquels tu n'as pas envie d'aller. C'est là où il va se passer pas mal de choses aussi. Par exemple, moi, je sais que les moments où je passe les meilleures soirées, où je rencontre les meilleures personnes, c'est tout le temps les choses lesquelles j'ai le plus pas envie d'y aller. Tu vois. Ouais, J'ai vraiment une résistance. Je suis en mode, oh non, j'ai pas envie de sortir ce soir, c'est chiant. Je vais rencontrer des gens, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai passé une journée de travail. Enfin, j'ai pas envie, quoi. Et si j'y vais quand même, c'est souvent là où je passe les meilleurs moments. Et c'est presque devenu un indicateur là-dessus. Alors, du coup, le risque, c'est après de l'automatiser, tu vois, et au final, de se dire,
Ouais, mais au final, ça n'a pas vraiment de sens parce que tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué, qui ça a produit plusieurs fois, mais au final, il y a certainement des soirées où j'avais pas envie d'aller. Et effectivement, j'aurais pas dû y aller, On peut évidemment. jamais savoir, hein, c'est comme le buzz, on peut pas, difficile de le prédire, quoi. C'est ça. C'est le biais du survivant, tu vois. Tu regardes Ouais, ouais, que ce qui c'est reste, quoi, ça. les meilleurs moments et le reste, tu l'oublies. Hem Et donc c'est là où je me dis, en fait, il y a différents niveaux de développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, tu y es confronté quand on a besoin, souvent, et puis après tu vas, une fois que tu es dedans, tu vas un peu faire le tour de la base, Mmh quoi. mh, mmh. Quand tu es vraiment au fond du trou et que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as jamais trop, réfléchi, tu vas te tourner vers des choses comme le Yes Man, où tu as besoin d'aller ouvrir plein de nouvelles portes, plein de nouveaux horizons. Et une fois que tu es un peu plus centré dans ce que tu veux, un peu plus tard, là, c'est là où tu peux aller, je pense, où les choses comme de Mark Manson qui vont te dire vont avoir plus de sens, je trouve. Enfin, c'est à mon avis personnel, mais vont avoir plus de sens en mode, OK, maintenant que tu as été un peu, tu vois, tu été un peu extravagant et tu es même allé trop loin techniquement dans ce qu'il fallait faire, tu vois, dans Yes Man, tu vois, c'est n'importe quoi, tu vois. Le mec, tu un clochard, il te demande de te passer 100 balles, tu lui donnes 100 balles et tu lui laisses ton téléphone, quoi. Tu vois, c'est complètement absurde. Mais une fois que tu es revenu un peu dans quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus normal, entre guillemets, c'est pas une normalité, bah là, ça fait plus de sens de te dire, ok, bah maintenant je sais ce que je veux, donc il faut que j'apprenne à dire non à certaines choses. Et c'est pas facile. Ouais, 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 ouais. OK, le 5e et dernier point que Mark Manson évoque, c'est la mort, la mort imminente, hein, qui nous, je vais pas dire menace, mais en tout cas qui est en toile de fond de la vie de chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non. Elle peut créer quelque chose de magique. Et cette chose magique, c'est d'œuvrer, de travailler pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'héritage qu'on va laisser, l'empreinte qu'on va laisser dans ce monde. Et effectivement, moi, mon expérience de mort imminente, ou en tout cas le fait que j'ai été greffé du foie en 2015, à chaque fois que hier j'en parlais avec une pote, le fait de lui en parler, j'avais d'autres valeurs, ou en tout cas une autre approche de la vie qui émergeait en moi, versus quand je suis un petit peu, quand je tombe un petit peu dans le train-train de la vie, à me dire, ok, je développe ma carrière de freelance, je fais ma musique, machin. Et dès que je repense à la mort, je retrouve du sens dans la vie et je me dis, ok, au niveau macro, c'est quoi l'impact que j'ai envie d'avoir. Et je pense que la vérité, en tout cas ma vérité, elle se situe entre les deux. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans l'inspiration et se dire, ouais, je vais laisser mon empreinte, le truc, c'est que c'est un peu flou, tu vois. Enfin, ça peut être très clair, mais on n'a pas les steps, on n'a pas les étapes entre là où on en est aujourd'hui et là où on veut aller, l'impact qu'on veut laisser. Et lorsqu'on est à l'inverse trop dans le train-train quotidien, on est dans les étapes, mais on oublie le sommet de la montagne. Donc c'est, voilà, regarder ses pieds, enfin en tout cas regarder la route devant soi pour pas tomber, pas se casser la gueule, et penser à faire des pauses et à regarder aussi le sommet. Est-ce que toi, tu as cette envie ou cette mission en toi, Seb, cette envie de faire des grandes choses, de marquer le monde d'une certaine manière, ou tu t'en fous? Pas vraiment, en fait, tu vois? En fait, c'est vrai que tu vois, quand on parle de mission de vie ou de ce que tu veux vraiment faire et tout, moi, j'en sais rien, en fait, tu vois? En fait, si tu veux, je remarque un truc, c'est que j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, monté mes projets et kiffé mon truc, créer, faire des vidéos, des machins, tu vois? Vraiment m'éclater, tu vois, genre, par exemple, faire des podcasts comme ça, là, comme on est en train de faire, c'est un truc que j'ai essayé plein de fois ou j'ai fait plein de petites émissions et même quand j'étais tout petit, je faisais ça, si tu veux. Dès la troisième, je savais que j'avais envie de monter mon truc, tu vois? Par exemple, ma boîte et tout. Alors que j'avais jamais entendu, je connaissais même pas vraiment le terme d'entrepreneuriat, mais j'avais cette idée, sans savoir trop la nommer, mais j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie d'avoir, que mon quotidien, ça soit ce que je fais en extrascolaire ou à côté. Et tu as pas mal de gens, en fait, qui effectivement, quand ils se retrouvent confrontés à des situations très compliquées, que ce soit une maladie, un cancer, la mort, ce genre de choses, hem, vont avoir ce déclic et vont se dire: «OK, non, mais en fait, là, je suis en train de passer à côté de ma vie et il faut que je m'active Mmh. là-dessus». Et moi, j'ai jamais vécu ça, tu vois? Parce que j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours fait ce que j'avais envie, un peu en mode tête dure. Non, j'ai envie de faire ça et tout. L'école, c'est pourri. Je vais faire mon truc à moi et tout. Tu sais, j'ai toujours été ça en moi depuis ma plus tendre enfance, en fait. Tu
tu vois, je faisais pas mes devoirs pour faire mes créations à côté, quoi. Enfin, c'est absurde. Et, et d'ailleurs, on me disait souvent, ouais, du coup, tu travailles pas et tout. Bah ouais, mais non, parce que pour moi, l'école, Oui. c'est même pas une question de travailler, tu vois. Non, c'est absurde. Non, si toi, tu es aligné avec, encore une fois, tes valeurs, c'est le plus important. Bien sûr, mais quand t'es enfant, on s'en fout. Enfin, Ouais, quand c'est t'es vrai. enfant, tu dis, ouais, tais-toi et fais ta dictée, quoi. Donc voilà. Je pense que cette côté héritage, il y a du sens quand t'as des enfants ou même des êtres vivants autour de toi, tu vois. Moi, en gros, le seul truc que je me dis par rapport à ça, il y a deux choses vraiment qui. Tu vas nous parler de ton chat, c'est ça? Exactement. Mais en fait, non, en fait, c'est vraiment cette idée, c'est si je meurs, par exemple, bah là, j'ai un chaton, qu'est-ce qui devient, tu vois? Et ça, c'est très difficile quand je pense à ça. Je suis en mode, qui va le garder? Qui va s'en occuper et tout? Qui va lui donner le soin qu'il faut? Comme je le fais moi, tu vois? Ça, c'est une vraie question, ça me fait super peur, tu vois? Parce que, bah, quand tu meurs, tu quittes tes proches et tout et c'est très difficile pour eux Mmh. aussi. Mais un humain a la capacité de s'en remettre, je pense, dans tous les cas, tu vois? Même si c'est toujours très, très difficile, mais je pense qu'on a toujours la capacité de s'en remettre. Par contre, bah, quand tu as, un autre être vivant qui dépend de toi pour, le reste, c'est super compliqué. Quand tu as un chaton, tu vois, que tu sais pas trop, qui va le garder, bah, voilà. Quand tu et je pense quand tu as des enfants, c'est encore pire parce que tu es en mode: «Oui, mais l'éducation que je voulais leur donner, Ouais, j'avoue, ah, comment je fais, j'avoue. quoi?» Et je pense, un des pires trucs, ça doit être hyper, hyper difficile. C'est vraiment ça qui me fait un peu, bader, quoi, en mode, si j'étais confronté à ça, alors que j'avais des enfants, je sais pas, qui en bas âge ou tu sais, qui ont pas fini leur vie, quoi, ou enfin, pas qui finissent leur vie, mais qui sont pas en place, en quelque sorte, tu vois? Ouais, 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 Qui je ont pas vois, un je vois. travail, qui ont pas ce genre de choses. Là, ça me ferait vraiment, ça me foutrait les boules. Mais en fait, je pense que le sens, je le trouve aussi par rapport à ce qu'on est en train de créer là, par exemple ce podcast et tout. On est quand même dans une époque incroyable où je me dis: «Mais j'ai documenté de mes 14 ans à aujourd'hui», tu vois? Aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai des C'est vidéos ouf. de moi et des photos de moi de toutes les années et si je regroupe ça, ben je peux suivre mon évolution, en fait, tu vois? Et techniquement, si ces données alors après, c'est la question de jusqu'à quand ça existera, si on peut garder les données tout le temps, tu vois? Mais vu que c'est du support numérique et cloudé, bah, techniquement, Ouais, rien ouais, ouais. n'empêche. Tu vois, mes vidéos honteuses que j'ai fait en 2007 doivent être sur Dailymotion quelque part. Alors, fort heureusement pour moi, le moteur de recherche de Dailymotion est dégueulasse, donc du coup, on les retrouvera jamais. Même moi, je les retrouve pas. Mais, dans tous les cas, tu vois un peu l'idée, c'est que il y a ce côté-là où c'est documenté. Et ce qui est très difficile pour moi de d'accepter, et je me projette dans l'idée d'avoir des enfants justement là-dessus, tu vois, c'est que j'accumule énormément de savoir, j'essaie d'apprendre beaucoup parce que plus je me dis plus je le fais tôt dans ma vie, plus ça va être hyper intéressant pour moi plus tard, en fait. Et je sais qu'il va y avoir vraiment un retour là-dessus plus tard sur investissement énorme. Et je me dis, ce qui est difficile, c'est de se dire, bah ouais, mais au final, ça a une fin. Genre, le jour où je meurs, c'est fini, quoi. Tout ça enfin, disparaît en fait avec moi, tu vois. C'est comme, tu sais, la recette, les bonnes recettes de grand-mère, bah, le jour où les grands-parents décèdent, bah, tu sais, vu qu'elle seule avait ce secret un petit peu de J'avoue. recette, tu vois, bah, il disparaît avec. Ouais, Et moi, ça me fout les boules un peu ça. Et du coup, c'est un peu ce truc où je me dis, ce que j'ai envie de faire, c'est que par rapport, en tout cas, à tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais et tous les outils que j'ai pour vivre au mieux aujourd'hui, j'ai envie que mes on enfants, bénéficie, plus quoi. tard, ils aient ces outils-là le plus vite possible et qu'ils savent vraiment se prémunir là-dessus. Je peux juste prendre un dernier exemple là-dessus et après on continuera parce que c'est vrai que ça date un peu. J'ai fait de l'EFT, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est des techniques de libération émotionnelle. Et en fait, le principe, c'est qu'on va aller tapoter tes points d'acupuncture et on va dire des choses, on va prendre un sujet et on va l'extrapoler. C'est-à-dire qu'on va prendre une émotion, on va l'extrapoler. Souvent, quand on a des émotions qu'on ne libère pas, c'est-à-dire qu'on n'exprime pas sur le coup, elles vont un peu s'enraciner en nous et elles peuvent se transformer en plein de choses différentes. Elles peuvent devenir des traits de notre personnalité. Elles peuvent dérégler un peu notre gestion émotionnelle. Par exemple, tu vois, quand tu as des fois, tu pètes un câble parce que tu t'es pris le doigt de pied dans un meuble, ça fait mal. Mais des fois, ça m'est arrivé de hurler et de vraiment m'énerver, de taper partout. Alors, c'est totalement disproportionné, tu vois.
Et justement, t'as aussi, des fois, ça peut devenir aussi des maladies. C'est-à-dire que ces émotions-là peuvent se transformer en maladie, en cancer, en ce genre de choses, tu vois, parce que c'est tellement, ça te met tellement mal que tu te rends pas trop compte de ce que c'est. Et donc, l'EFT, en gros, tu vas aller taper sur des points d'acupuncture qui sont sur toi et tu vas extrapoler cette émotion et te dire ouais, ça m'énerve vraiment quand la personne m'a parlé comme ça, je me sentis humilié, je me sentis, tu sais, tu vas vraiment aller loin. Et au bout d'un moment, cette émotion, elle va disparaître, tu vois. Elle va Mhm. partir, elle va être extirpée de toi, elle va être classée. C'est hyper puissant, j'y croyais pas honnêtement quand je l'ai fait et c'était incroyable. J'ai vraiment vécu une expérience bizarre avec ça, mais heu, par exemple, ma sœur elle s'est formée là-dessus. Ma sœur est psychologue et elle est assez carrée là-dessus, tu vois? Par exemple, ma sœur quand elle met en place quelque chose pour ses thérapies comme ça, c'est vraiment carré. L'acupuncture, c'est utilisé par, plein de personnes, en Asie, donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est né et quand j'ai fait ce truc, je me suis dit: «Waouh, l'être humain, il est quand même vachement bien foutu parce que tu as sur toi, depuis la nuit des temps et depuis que tu es né, des mécanismes que tu as juste à tapoter, heu, pour, heu, pour extirper ce genre de choses, pour extirper des situations hyper difficiles, pour extirper des trucs, c'est quelque chose qui a été inventé, enfin qui a été fait pour les gens qui revenaient de la guerre, tu vois? Qui avaient subi des traumatismes à la guerre, tu vois? Et l'être humain a ça en lui, qui existe, sont là, quoi. Et c'est incroyable. Et je me dis ça, si j'avais eu ces mécanismes avant, mais ma vie aurait changé, quoi. Oui, mais tu les as maintenant à 25 ans et c'est mieux que ne jamais les avoir. Exactement, exactement. Donc voilà. Bon, c'est on est allé un peu loin, je suis allé un peu loin, désolé, hein, mais voilà. Alors pour conclure cet épisode, moi ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à vos propres valeurs, à ce qui est le plus important pour vous et vraiment prendre le temps de noter ça sur un papier. Et ce que je fais à titre personnel, c'est que je lis ces valeurs chaque matin ou presque. J'essaie de le faire chaque jour. Ça permet de me les ancrer encore et encore. Euh, Parmi mes valeurs, il y a la créativité, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, euh, la persévérance, le focus, le fait d'être concentré, l'intégrité, donc être aligné avec mes valeurs et être, être honnête, être en phase avec, voilà, lorsque je dis quelque chose, je le fais. Euh, la responsabilité, être responsable de tout ce qui m'arrive. L'efficience, c'est-à-dire obtenir autant ou plus avec moins d'input, moins de ressources. Et enfin, le stoïcisme, ça regroupe plusieurs valeurs, mais notamment le fait Philosophie. voilà, d'accepter tout ce qui m'arrive, encore une fois, et être réaliste. Et j'aime bien l'idée aussi de maximum engagement, freedom from outcome, c'est-à-dire s'engager pleinement dans quelque chose et être détaché du résultat. Et c'est comme ça pour moi qu'on avance dans la vie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de réfléchir à vos valeurs. Ça peut être juste une, deux, trois valeurs, mais comme le disait Seb, la différence entre une valeur et une qualité, c'est que la valeur, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on le sent lorsqu'on n'est pas aligné avec cette valeur. Si je dis que je suis fiable et que j'arrive à un rendez-vous une demi-heure après, euh, le fait d'avoir écrit cette valeur quelque part et de l'avoir euh, absorbée, Conscientiser. ouais, conscientisée exactement, on est, c'est pas la même chose, quoi. On est vraiment en phase avec ça. Et forcément, ça va avoir un impact euh, important sur nos comportements jour après jour. Et, et on sait que tout le reste, on peut le laisser de côté. Il y a des valeurs qui sont pas forcément hyper compatibles. Je dis pas qu'elles sont pas compatibles du tout, mais si je pense à la sécurité et à la liberté, bah, ça va demander des concessions si je veux être à la fois euh, avoir une vie sécurisée, que ce soit sur le plan financier ou mes ressources de manière générale, et si je veux être libre de, je sais pas, d'aller où je veux quand je veux. Donc c'est un travail qui est fondamental parce que tout est plus clair ensuite dans sa vie. Et on arrête de se comparer aux autres parce que les autres ont d'autres valeurs que les nôtres, qu'elles soient conscientisées ou pas. Moi, pour rebondir un peu là-dessus, pour donner un peu un autre son de cloche, alors juste pour les valeurs, pour l'exercice, moi ce que mon coach m'a fait faire, c'est qu'il m'a donné une liste, donc il y avait 3 pages avec 3 colonnes à chaque fois, totalement remplies de mots
Et en fait, il y a plein de valeurs écrites dessus. Et l'idée, c'est que j'ai imprimé ça et j'ai surligné toutes les valeurs qui me parlaient. Et j'ai gardé les 5 plus grandes, en fait. C'est ça mes valeurs fortes, en quelque sorte. Et c'est pas figé dans le marbre, c'est-à-dire que ça peut bouger. Et donc, par exemple, moi, mes 5 valeurs fortes dans l'ordre, entre guillemets, ça serait l'indépendance. J'ai besoin d'être foncièrement indépendant, de pouvoir me gérer moi-même. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un me prête du matériel pour faire un truc, ah, j'aime pas, quoi. Tu vois, j'ai envie que ça soit à Ouais, moi, je que je l'ai vois. acheté, tu vois, que ce soit mon truc et que je ne dépende pas de lui, quoi. Alors, voilà. Puis, ça va aussi avec le boulot. La fiabilité, c'est quelque chose d'important pour moi. Si je sens que je suis pas fiable pour quelqu'un ou que j'ai fait un truc qui est pas fiable, je me sens super mal. Donc, je sais que c'est pour ça aussi que je me sens mal, aussi par Mmh. rapport à ça, que je me sens aussi mal, parfois démesuré. Ça va pour des trucs stupides. Tiens, j'ai un exemple totalement stupide de ouf. Au coworking où j'étais, on peut acheter des Mars, des trucs, enfin, comment Des dire, sucreries, quoi, des ouais. snacks, quoi, en quelque sorte. Exactement. Et donc j'ai fait ça un dimanche. Donc, on va sur le site, on donne un crédit, on donne 1 € et derrière, on va se servir. Et évidemment, il n'y avait pas les gens qui géraient le lieu. Et je voulais une glace, tu vois, il y avait et je me suis dit: «Ah, dans le congèle, il doit y en avoir», tu vois? Et donc il y avait un Mars glacé, tu vois? Et je me dis: «OK, bah, cool, je prends ça», tu vois? Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, ils étaient réservés pour un autre event et qu'en fait, c'était pas des Mars glacés qu'ils proposaient, c'était juste des Mars normaux et qu'on pouvait pas y accéder puisque c'était dans un endroit fermé à clé. Et donc en gros, j'ai tapé dans les glaces qui te servaient à un autre event et je me suis fait, un peu engueuler, quoi, tu vois, sur le truc Mmh. et tout, et j'étais embêté parce que je l'ai quand même payé le truc et tout et j'étais en mode: «Ah ouais, mais voilà, je suis désolé, si vous voulez, je ramène une boîte et tout», et le gars me répond: «Ouais, c'est pas le sujet». Et je me suis senti super Ouais, mal parce que je me suis fait tout plein de films et j'ai esquivé le lieu. Je suis pas allé au coworking pendant 1 semaine ou 2 parce que à ce et point-là, vraiment, quoi. tu vois, je les vois, je baisse la tête. Vraiment, ça me fait mal, en fait et je comprends pourquoi, en fait, tu vois? Et du coup, je l'accepte aussi. J'accepte de me dire: «Je me sens mal, mais c'est pour cette raison-là» et bah, voilà, c'est comme ça, je suis C'est ça le voilà, truc. Ouais, c'est ça le j'ai truc. pris du sucre, j'aurais pas dû, voilà. Non, mais j'avais l'impression d'être un enfant, quoi. C'était assez terrible et c'est vrai que ça m'a mis mal et j'aime pas avoir ce côté, ouais, le gars, ouais, c'est un singe, quoi, tu Mmh. vois? Il fait des trucs, il demande pas et tout. Bah, ouais, en même temps, c'était dimanche, mais bref. Haute valeur, j'ai la sécurité, la tranquillité et le fait d'être rationnel. C'est les 5 valeurs qui aujourd'hui sont importantes. Tu vois, le fait d'être rationnel, c'était pas le cas avant. J'étais beaucoup plus dans le côté, spirituel slash, hasard Ouais, slash je tu vois, vois, toutes je ces vois. choses-là, tu vois, qui ont vraiment un sens, je m'expliquais tout. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. J'avais le leadership avant. Je voulais vraiment être important, avoir des équipes, que les gens me suivent, tu vois? Vraiment avoir ce côté troupe. Aujourd'hui, je l'ai un peu vécu, quand j'avais ma web Mmh. TV puisque j'avais géré 120 personnes au quotidien. Bah, ouais, ça m'intéresse moins aujourd'hui, donc voilà. Donc c'était un peu pour, donner un peu mon son de cloche personnel sur les valeurs. Ça vous permet d'avoir un peu 2 choses, différentes et voilà. N'hésitez pas à rebondir sur l'épisode, sur systemator.tech dans la partie contact et vous pouvez nous envoyer un mail. Là-dessus, on recevra et on en parlera peut-être dans un autre épisode. Yes, petit appel à l'action avant de balancer la virgule et le truc de la semaine. Si vous avez apprécié cet épisode jusque-là, d'ailleurs, si vous l'écoutez jusque-là, c'est qu'il y a un problème, parce que ça fait quand même un moment qu'on parle. Non, c'est au contraire, c'est très bien, c'est un très bon problème, c'est un problème de qualité. Et Mark Manson, s'il était à ma place, vous dirait d'aller mettre 5 étoiles pour justement transformer ce problème en solution pour Systemator, pour nous permettre de continuer à évoluer. Et si vous souhaitez nous entendre encore et encore, eh bien, on a besoin de vous. C'est que le début, d'accord, d'accord. Exactement. Merci à vous. Sur cette petite blague de Cabrel, quel est ton truc de la semaine, Wesley? Mon truc de la semaine, c'est une application. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je t'en ai déjà parlé à toi, Seb, qui s'appelle Audible. Ça appartient à Amazon et c'est tout simplement une plateforme de livres audio que j'utilise énormément parce que plus de la moitié des livres que je lis actuellement sont en réalité des audios que j'écoute. Et c'est le cas de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Alors, pour développer un petit peu, dès que j'en parle, je sens que pas mal de gens grincent des dents en me disant non mais moi j'ai besoin de lire un livre sur papier ou en tout cas de lire avec mes yeux et écouter, j'aurais l'impression
d'oublier les 3/4 du message dès le lendemain. Moi, ce que j'ai envie de leur répondre, c'est que, premièrement, c'est hyper pratique de savoir que j'ai tout dans mon téléphone. Et bah, forcément, ça prend moins de place pour moi qui bouge quand même pas mal en ce moment. Euh, je pense que je suis quelqu'un aussi, parce que je fais de la musique, de très auditif. Je retiens facilement ce que j'entends. Et puis Audible nous permet un peu comme on pourrait surligner et marquer des pages dans un livre, ou corner des pages, très élégamment, nous permet d'enregistrer en gros, de placer le curseur à des endroits du livre qu'on a envie auxquels on a envie de revenir plus tard et de retravailler. Donc, je trouve que c'est très bien foutu. Ça coûte 10 € par mois l'abonnement, qui donne droit à un crédit. Et un crédit, ça permet d'acheter un livre. Et en général, les livres valent, si on les achète de sa poche, enfin, hors crédit, ils valent entre 10 et 30 € selon les livres. Donc, je dirais que Audible, ça s'applique peut-être pas à toutes les lectures. Il y a des choses que j'ai besoin de lire, que ce soit sur ma tablette Fnac Kobo, même si ça sonne moins sexy que Amazon Kindle. Voilà, donc j'ai besoin de lire quand même aussi sur ma tablette, ou de lire même des livres papier et vraiment de les avoir lorsque c'est entre guillemets une bible. En revanche, les livres audio, ça se prête à beaucoup de choses, notamment lorsque... Alors moi, je lis jamais de fiction, mais tout ce qui raconte plus ou moins une histoire, même si c'est de la non-fiction, je trouve que ça passe très bien en format audio, parce que c'est beaucoup plus digeste. Et surtout lorsque c'est un pavé aussi. Je repense à Sapiens et à Homo Deus. Sapiens, il faisait 15 ou 16 heures quand même. Et ça équivaut à peu près à 500 pages. Et en plus, c'était la version française. Le mec qui lit le livre, c'est un très bon narrateur. Et il rend le contenu vraiment vivant. Parce qu'il y a pas mal de références historiques ou au futur. Et ça s'y prête très bien. Donc, encore une fois, à vous de faire votre équation. Mais je recommande chaudement Audible. Et aussi, un autre énorme avantage, c'est peut-être d'ailleurs le numéro 1, c'est que ça permet de consommer du contenu, un peu comme finalement, comme si vous écoutiez un podcast là. Sauf que là, ça va être un livre qui a vraiment été réfléchi pour que chaque phrase soit impactante. Là, quand on fait un podcast, c'est un petit peu du tâtonnement. Voilà, parfois on s'égare. Mais imaginez si on prenait le meilleur de chaque épisode, qu'on le résumait et qu'on en faisait un livre audio de 5 heures. Ça pourrait être potentiellement de la dynamite, pardon. Et justement, lorsque je marche pendant une demi-heure, ou lorsque je prends les transports, lorsque je fais la vaisselle, lorsque je me prépare, je mets soit mon casque sur les oreilles, soit ma petite enceinte, et je balance mon livre audio, et ça me permet de lire sans avoir à être courbé sur mon livre. Donc je peux faire 2 choses en même temps. Yes. Il y a ma copine qui utilise énormément ce genre d'outils. Et tu vois, récemment, elle a dû lire des livres. Parce qu'en gros, elle a vraiment un planning de lecture. Tu vois, c'est très religieux, quoi. Tu vois, genre, tu vois, elle a même une étagère chez elle où, en gros, tu as la liste, tu as les livres classés dans un certain ordre. Et du coup, elle a juste à prendre le livre qui est contre la paroi de la bibliothèque parce qu'elle sait que c'est le prochain qu'elle doit lire. Tu vois, c'est vraiment très cadré. Et donc récemment, elle se fait vraiment des listes de lecture. Elle lit beaucoup de fiction. Et elle utilise énormément ce type d'application. Et du coup, ce qui fait qu'elle consomme beaucoup de livres, en fait. Elle lit beaucoup de fiction, beaucoup là-dessus. Et récemment, elle avait un livre qui n'était pas sur Audible, qui n'était pas en tout cas en format audio. Et du coup, elle m'a dit « Ah ouais, mais en fait, je lis 10 fois moins vite, quoi. » Et bah ouais, forcément, parce que c'est comme un podcast, en fait, un livre audio presque. Tu peux l'écouter quand tu veux, n'importe où, dans les transports, c'est plus simple. Et c'est assez pratique. Ouais. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a tout le temps le livre papier plus l'audio, tu vois. Donc elle fait les deux. Ah ouais, carrément, elle est là-dessus. Mais ouais, c'est un hack, c'est vraiment un hack pour consommer plus de contenu. Après, l'idée, c'est toujours pareil, la quantité, c'est bien, mais la qualité, et l'application du contenu, c'est une autre question. Clairement. Alors après, si vous avez effectivement un peu de budget, c'est peut être intéressant d'avoir les deux parce qu'au final, tu es posé sur les deux. Et tu sais, des fois, tu lis et tu relis 4 fois la même phrase, tu n'es pas concentré, tu n'arrives pas à rentrer dedans ou autre. Et là, tu avances quand même malgré tout. Je pense que ça peut être intéressant
Après, il n'y a pas tout et tout. Donc, si vous êtes bilingue, c'est quand même mieux. Il faut savoir, elle m'a dit aussi que, en tout cas pour les fictions, c'est super intéressant parce qu'ils mettent vraiment ça en scène maintenant, quoi. Tu sais, Ouais, ouais, vraiment, ouais. c'est comme une pièce de théâtre Ouais, presque, quoi. Et alors, ça a ouais, l'air ouais, ça doit être assez vraiment cool. cool. Stephen King, par exemple, dont on a parlé il y a quelques épisodes, apparemment était lu par lui-même, en fait, par Stephen King Oui, lui-même. oui, bah, moi, j'ai le livre de Stephen King, je l'ai écouté en réalité, et Excellent. effectivement, je confirme. Et il le fait bien vivre. Parfois, il crie dans son micro, il est ah, ah, ah. Mode Tony Robbins un peu. Tu vois. Quel est ton outil de la semaine, Seb? Eh bien, moi, alors, je crois qu'on vous a parlé de Toggle il y a quelques temps. C'était au début d'ailleurs, il me semble. C'était toi qui en avais parlé, Wesley. Toi, tu utilises Toggle, qui est un outil Ouais, de traçage de temps. c'est ça. Tu sais, tu nous avais dit un truc genre, ouais, ça va encore plus loin parce que tu times le temps enfin, un Exactement. truc En mode obscur. Jean-Claude Van Damme, quoi. Exactement. Tu es un peu le Jean-Claude Van Damme du podcast. Eh bien, moi, je vais vous parler de Harvest, qui est la même chose. C'est pareil, tu peux timer le temps, c'est génial. En fait, Harvest, c'est comme Toggle, sauf qu'en fait, c'est un logiciel. Et du coup, tu vas télécharger ton petit logiciel Harvest et tu vas pouvoir le gérer. Donc, soit tu as une application sur un navigateur, un peu comme Toggle, mais en plus de ça, tu peux avoir une application, on va dire que tu télécharges vraiment à l'ancienne, quoi, et tu vas avoir la fenêtre affichée sur ton ordinateur. Et personnellement, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal à faire, la gestion du temps et de me dire, ok, en fait, mon gros problème en termes de gestion de temps et en tout cas, comment dire, de compter le temps que je passe sur chaque tâche, il y en avait deux. Le problème, il était purement du dev perso, justement. J'avais toujours peur un peu de me confronter à la réalité, tu vois. J'avais toujours peur de calculer, par exemple, mes taux de conversion sur des pages, la rentabilité que je passais sur tel ou tel projet, ou le temps que je passais sur tel ou tel projet. Parce que j'avais ce Mhm. truc en mode, j'ai envie de travailler le plus possible et je vais dire aux gens que je travaille 800 heures par jour. Et en fait, là, Harvest permet vraiment d'être clair et de dire, OK, bah, vendredi, samedi, j'ai bossé 3 heures chaque jour. Tu vois, vendredi, j'ai bossé que 3 heures, entre guillemets. Et c'est du vrai travail parce que c'est vraiment, je suis posé dessus, tu vois, et j'active le logiciel délibérément. Et le dimanche, par contre, j'ai vu que j'ai bossé quasi 6 heures, quelque chose comme ça, tu vois. Travail plus ou moins efficient. Mhm. Donc c'est assez intéressant là-dessus. L'application est bien foutue. Et surtout, le truc, c'est qu'on y pense. Parce que du coup, tu peux faire en sorte que l'application, elle soit toujours en tâche et visible sur ton écran. Ouais, qu'elles soient intégrées, ouais. Exact. Et moi, mon problème, c'est que j'oublie tout le temps, en fait. Toggle, tu vois, j'ai essayé de l'utiliser plein de fois et à chaque fois, il faut aller sur l'onglet, il faut ouvrir le truc, aller dessus, mettre le projet sur lequel tu es allé, appuyer sur play et c'est parti. Et surtout, si tu as oublié d'enlever play, et ben, ça t'a mis que tu as passé 8 Ouais. heures alors qu'en fait, pour les 4 dernières heures, tu faisais la sieste, quoi. Oui, bah après tu peux, ouais, après tu peux quand même, après tu peux le modifier derrière après coup. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est pas Ouais. toujours pratique. Parfois j'oublie aussi. Mais du coup, c'est flou, tu vois, genre, t'es un peu en mode, ah, mais attends, j'ai dormi combien d'heures? J'ai dormi 4 heures ou 5 heures ou tu vois? Mais c'est pour le cas de la sieste. Mais et l'autre truc qui est génial avec Harvest, c'est qu'en fait, si jamais, imaginons que tu es en train de travailler et là, tu reçois un appel, tu décroches et tu pas pensé à enlever ton logiciel, quoi, parce que clairement, tu Mm. étais occupé d'autre chose et puis tu as juste répondu à l'appel. Et donc Wesley m'appelle et comme à chaque fois que Wesley m'appelle, on passe 1 heure au téléphone, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs depuis qu'on a Systemator. En fait, on s'appelle pendant Systemator, ce qui est Exactement, un bon hack aussi. exactement. Et bien, du coup, imaginons qu'on a parlé 1h15, et bien pendant 1h15, Harvest a tourné. Et du coup, j'ai des stats faussés. Sauf que Harvest a détecté que je n'étais pas sur mon ordinateur parce que je n'ai rien touché. Je n'ai rien fait sur mon ordinateur. Et donc, il va vous dire, bah, est-ce que vous voulez enlever les 1h15 dernières Mhm. puisque vous n'avez pas touché l'ordinateur depuis. Et c'est génial. En plus, l'outil gratuitement et vous pouvez faire pas mal de trucs dessus. Si vous êtes une petite équipe, vous pouvez prendre des abonnements et donc partager tout ça, tracer vos employés sans aucune pitié. Enfin, c'est quand même génial, quoi. On est en plein dans le cœur de l'actualité, tu vois. Très 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 Non, je intéressant. rigole, mais en tout cas, très bon outil. Donc, Harvest, c'est Harvest. Voilà, vous avez un petit peu un tour d'horizon sur nos trucs de la semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci Wesley pour tout ce que tu nous as livré ici aujourd'hui. Merci à toi, merci à Mark Manson et merci à vous pour votre écoute. Yes. On se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme que vous utilisez, de mettre des avis. C'est super important. Mettez-nous des commentaires et vous pouvez rentrer en contact avec nous si vous voulez parler de certains sujets ou si vous avez des questions, vous avez envie de rebondir sur ce qu'on a dit. N'hésitez surtout pas. On est très accessible.
Vous allez sur systemator.tech, T-E-C-H. Et voilà, on vous dit à lundi prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ouais.